le système carcéral et les prisons japonaises. On va parler de ça dans son... On va faire un petit tour d'horizon. On va pas s'attarder sur l'historique aujourd'hui. Vous avez plusieurs de mes vidéos qui en parlent, notamment celle sur Fialato Yoshie, l'homme qu'on n'arrivait pas à mettre en prison, qui reste une des meilleures représentations de ce que pouvait être la prison à l'ère Meiji au début du XXe siècle. Et on va essayer de survoler tout ça. Je voulais qu'on regarde ensemble un tout petit documentaire de 5 minutes de France 24, donc je pense qu'il va falloir que je le full-out aussi. Si vous me regardez sur YouTube et que c'est la rediff, vous allez voir, il y a une petite musique flippante au piano mécanique, c'est pour ne pas me faire supprimer ma vidéo. Voilà, on va regarder ça ensemble. Je l'ai regardé la dernière fois, la vidéo sur le satanisme, je l'avais pas regardé, et du coup je me suis aperçu que c'était un peu une grosse saucisse, cette vidéo. Là, elle est assez intéressante, elle est assez courte, elle fait 5 minutes, on va la regarder ensemble. Je vais essayer de pas trop parler dessus, ça va me permettre de rebondir et puis de lancer le sujet après. Voilà, et j'avoue que pour une fois, elle est plutôt bien fichue. Vous me dites après si le son est bon ou pas, si c'est pas trop fort. Voilà, et on va essayer d'en parler, on va essayer de comprendre un petit peu plus cette grosse différence entre le... Allez, je me tais. Fusui Iwasaki a passé 15 ans en prison. Condamné pour le meurtre de sa petite amie, il clame son innocence. Prisonnier rebelle, il est enfermé 3 ans en cellule d'isolement, interdiction totale de parler. Un traitement très rigoureux mais commun au Japon, il l'a raconté dans ses dessins. Les émotions que j'ai dépeintes, c'est la souffrance. Alors, si je vais quand même couper, je vais quand même faire une petite coupure parce que, en fait, là, il était dans une cellule d'isolement, pardon. Ça veut dire qu'il était dans une centrale et dans un quartier d'isolement pour des crimes de sang, crimes violents, qu'il a dû faire un peu le coquin en arrivant. Par contre, il a eu la chance, encore à l'époque, de pouvoir dessiner, puisqu'on autorisait encore les prisonniers à détenir du matériel enfin, ils n'avaient pas le droit de le détenir, mais on leur laissait à disposition 1 ou 2 heures par jour du matériel d'écriture, de dessin, et parfois même des petits claviers pour pouvoir faire de la musique, ou des petits kotos, des choses comme ça, ce qui est aujourd'hui strictement interdit. Pour ça, je vous renvoie à ma vidéo sur la Murderabilia, puisqu'il y a un marché, vous savez, des œuvres d'art... Oui, tout à fait, Lapin Blanc. Il y a un marché des œuvres d'art de criminels, de tueurs en série et de criminels en général, et que certains criminels commençaient à monnayer leurs œuvres par le biais des réseaux justement de Murderabilia. Donc depuis 2 ans, je crois, ils n'ont plus le droit de peindre ni de dessiner. Voilà, donc lui a eu la chance encore de pouvoir le faire, parce que je sais que c'est assez libérateur. Allez, j'arrête, on continue. La douleur. Nous n'avions aucune relation humaine, plus la moindre stimulation. En fait, on ne survivait que grâce aux anxiolytiques qu'on nous donnait. Un jour, il casse la fenêtre de sa cellule. Il est envoyé au cachot, la punition la plus sévère. Le prisonnier doit rester assis, immobile, à regarder devant lui. Pendant 45 jours, je n'ai pas pu lire mes livres ou écrire mes carnets, ils m'avaient tout pris. Après le petit déjeuner, il y avait une sonnerie qui indiquait que je devais m'asseoir et regarder le mur. Et je devais rester comme ça jusqu'à la sonnerie qui marquait le déjeuner. Ensuite, j'allais aux toilettes et quand je revenais, je devais recommencer à regarder le mur, et ce jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Alors ça, bon oui, finalement, je vais faire des coupures. Ça, c'est une constante dans les prisons de haute sécurité, même pour les condamnés à mort. Ceux qui sont dans le couloir de la mort, les longues peines pour crimes violents, et donc c'est une constante dans toutes ces prisons de haute sécurité, c'est-à-dire que les prisonniers n'ont le droit de rien faire. Ils ont une tenue bien sûr obligatoire, bon un uniforme, ça à la limite c'est normal, mais après ils ont une façon de se tenir debout, assise, qui est réglementaire aussi, une façon de manger, l'ordre des tâches dans la journée. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai fait énormément de notes, j'ai écrit énormément, j'ai des pleines pages. Donc j'ai préparé, à peu près comme pour une vidéo normale, parce que c'est une vidéo normale. Donc vous verrez, je
J'ai traduit notamment certains passages d'un livre d'un prisonnier japonais qui raconte son quotidien. Je vous raconterai un peu la routine d'un prisonnier dans un quartier de sécurité pour longue peine. Vous verrez que c'est quelque chose qui ne fait vraiment pas envie. Et lui donc était à l'isolement dans un quartier disciplinaire, ce qu'on appelait les QHS en France à l'époque de Mérine. Et c'est d'ailleurs grâce à lui que ça n'existe plus. C'est lui qui a un peu jeté les coups de projecteur sur ces QHS en France, Jacques Mérine. Je vous en parlerai, tiens, d'ailleurs, un jour. Et donc merci, merci au Japon d'avoir conservé ces endroits absolument ignobles où on déshumanise à l'extrême tous ceux qui y passent. Enfin voilà. Allez, on va continuer. Depuis sa sortie de prison il y a 5 ans, Fusui tente de raconter les règles obscures qui régissent les prisons japonaises. Et une affaire l'a beaucoup aidé. L'arrestation de Carlos Ghosn. L'ex-PDG de Renault Nissan est enfermé 130 jours dans ce centre de détention du nord de Tokyo. Interrogatoire sans avocat, lumière allumée dans sa cellule la nuit, visite familiale interdite les premiers mois. Ces conditions pour une garde à vue étonnent à l'étranger. Elles sont pourtant normales au Japon où l'on peut attendre son procès des mois en détention. Voilà, bon, mais décidément, je coupe sans arrêt. Je vous en parle très souvent dans les vidéos. Les abonnés sont souvent très étonnés des gardes à vue qui durent 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, parfois 1 mois. Hey, salut Raziel, bienvenue. Ça fait plaisir de te voir. Finalement, tout le monde vient ici, c'est formidable. On parle prison ce soir, tu vas voir, tu vas t'éclater. on va tous s'éclater. Et donc, ces fameuses gardes à vue qui durent ad vitam aeternam, pendant lesquelles on ne peut pas avoir ni avocat, ni famille, ni personne. En fait, quand vous êtes en détention provisoire, c'est à peu près la même chose. T'as pas de sympathie pour Ghosn, ouais, moi non plus. Les conditions sont plus proches de la oui, alors c'est particulier. On va en parler après des conditions de détention, etc. Vous verrez qu'il y a énormément de niveaux de sécurité et que en fait Ghosn a été placé dans les mêmes conditions que les prisonniers de droit commun. Il n'a pas été placé dans des conditions extrêmes, contrairement à ce qu'il dit, puisque on a aujourd'hui, on sait où il a été, dans quelle prison, etc. Alors pour lui, effectivement, habitué à un certain niveau de vie, ça a été un peu compliqué, mais dans l'absolu, il était traité comme tous les autres prisonniers, et à un niveau de sécurité qui était pas délirant non plus, hein. Voilà, donc effectivement, ça peut surprendre, mais ça fait partie, voilà, c'est la prison au Japon, c'est comme ça. C'est aussi comme ça, c'est pas que comme ça. Voilà, on va détailler un peu tout à l'heure. Je vais vous parler des choses un peu positives, il y en a un petit peu, dans certains cas. Des choses très tristes, très tristes, on va parler des vieux. Voilà, je pense que vous savez ce dont je veux parler et ce dont on va parler. Et je vais vous parler des choses très énervantes, voilà. Miss KO, non, pas de quartier VIP au Japon. Non. Tout le monde est logé à la même enseigne. Les peines sont exécutées dans leur intégralité. La perpétuité réelle est une perpétuité réelle, c'est-à-dire que lorsque vous prenez perpète, vous finissez vos jours en prison. Il y a la peine capitale aussi, qui fait peser aussi un poids assez lourd. On va en parler un peu tout à l'heure. On va pas trop s'attarder dessus parce que c'est pas le sujet. On fera un live sur la peine capitale. Décidément, on va bien s'éclater sur Twitch d'ailleurs. Alors là, ne manquez pas le prochain épisode. Faites-vous des pop-corn au son, on va s'éclater. Et il y a voilà, enfin, on va parler de tout ça, des côtés un peu désespérants aussi de certaines formes de torture qu'on peut trouver dans les prisons de ultra haute sécurité. Et puis un petit peu aussi des conditions de détention des étrangers dans les centres de rétention. Et là, je vous en parlerai, on fera un petit point 3615 ma life. Alors ça c'est extrêmement daté, hein, donc on va pas, puisque j'ai eu la chance de connaître la détention en France et un peu au Japon, donc allons-y. Juste j'ai vu un truc, Just Japan, les Japonais sont en majorité pour la peine capitale. Ouais, j'ai noté les chiffres d'ailleurs. Le dernier, je vais vous le dire tout de suite, comme ça on sera débarrassé. Mince, et voilà, je ne le retrouve plus. Eh ben oui, si. Le dernier sondage du Mainichi Shimbun, donc qui date de février 2023, donc qui est assez récent.
indique que 80,8% des Japonais sont pour la peine de mort, pour son application. 16,1% ils sont indifférents et 3,1% sont contre. Voilà. Donc on n'est pas prêt de quitter, on n'est pas prêt de quitter ce. Moi, vous le savez, je suis abolitionniste. Hein. Je l'ai toujours dit et bon, c'est comme ça. Voilà. Oui, tout à fait. J'ai profité de retrouver la monétisation. Je vais en profiter tant que j'ai retrouvé la monétisation. Tu as raison. Voilà. Donc je vous parlerai de tous ces aspects-là. On va finir de regarder le doc. Comme ça, vous aurez des bases déjà et ça vous permettra aussi d'avoir une représentation des cellules pour votre schéma mental de suivi de la vidéo. Ça va être important. Allons-y. Aujourd'hui, en liberté conditionnelle, Carlos Ghosn n'a toujours pas été jugé. Son procès Alors le devrait documentaire commencer au date printemps un peu. Hein. Enfin, le petit reportage. Ce matin, date un peu. Fusui et 2 anciens prisonniers sont venus témoigner face à Depuis, des il s'est élèves de échappé. 6e. Ça, c'est très bien, voilà. Dans cette Ça, école c'est de très la bon, banlieue ça. de Tokyo. La prévention. Voilà, ça, c'est Arrêté pour l'exercice consommation de obligatoire du stupéfiants. matin. Kenji Watanabe s'est retrouvé enfermé à attendre son procès dans le même centre que Carlos Ghosn au même moment. Quel honneur. J'ai croisé Carlos Donc Ghosn. voilà, il n'y a pas de centre VIP. Hein, tout le Êtes-vous monde est devenus mélangé. amis? Je l'ai juste croisé, mais j'ai vécu dans le même environnement que lui. Et je peux vous dire que pour une personne aussi puissante, se retrouver dans cet endroit, eh bien je comprends qu'il soit devenu malade. Kenji dénonce un système juridique où la présomption d'innocence ça a aucun n'existe rapport, pas. Lorsqu'il était présenté au procureur ou au juge, il était attaché, en laisse. Et il est resté en détention 5 mois et demi avant d'être jugé. En Ouais, ça France, peut même être il aurait beaucoup plus attendu long. son procès en liberté. Quand il nous emmenait au tribunal, nous étions très maltraités. Et ça, on va Ils en nous parler criaient aussi un dessus. peu après. Vous verrez qu'il y a Nous des poussaient, tortures nous injuriaient. habituelles du personnel Nous pénitentiaire. n'étions pas considérés comme des êtres normaux. Contre lesquels lutte Amnesty depuis des années. On était traités comme des prisonniers déjà condamnés. C'est incompréhensible. Je n'avais plus l'impression d'être humain. Je me sentais totalement désemparé et isolé. C'est C'était le vraiment dur. processus de déshumanisation. Pour accepter et vous cette allez voir qu'il situation, peut aller très loin. J'ai dû me dire que je n'étais plus un être humain. Pour évaluer si les droits de l'homme sont respectés dans un pays, il faut regarder les prisons. Je vais me taper dans la caméra. C'est la meilleure façon. Plutôt que d'écouter les discours des hommes politiques, regardez comment sont traités les prisonniers. Alors vous saurez si les gens croient vraiment aux droits de l'homme. Ancien gardien. C'est un petit peu... Je suis assez d'accord dans l'ensemble avec ce qu'il dit, monsieur Fusui, là. Il vaudrait mieux pas qu'ils viennent regarder ce qui se passe dans les prisons françaises parce que ça a énormément dégringolé au niveau de la qualité du service, on va dire, depuis 30 ans. On en reparlera un peu après, mais c'est vrai qu'au Japon, malheureusement, il faut bien avouer que les conditions de détention en général sont assez catastrophiques. La justice en général est assez catastrophique et vous le voyez régulièrement quand j'en parle dans les vidéos, les verdicts, bon à part dans les cas bien sûr extrêmes de tueurs en série, de tueurs de masse, où là bon bah, c'est peine capitale, mais les verdicts sont souvent très très compliqués. Voilà, donc je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Je pense que l'état des prisons et l'état du système carcéral aujourd'hui et de cette déshumanisation poussée à l'extrême est assez révélateur. Un État est assez révélateur de ce qu'est le pays en ce moment, c'est-à-dire se réfugier dans des vieilles lois qui sont complètement obsolètes et d'un autre âge, ce qui veut dire la même chose, pour refuser voilà, ce qui devrait changer. Mais enfin, on en a déjà parlé la dernière fois sur les lois de protection de l'enfance. On retombe un peu dans le même type de dérive légale, on va dire. Alors, on va finir d'écouter. Il y a un ancien directeur de prison après qui parle et qui est très intéressant. De prison, Toshio Sakamoto a travaillé dans une dizaine de pénitenciers. C'est moi. Là, j'étais directeur. J'ai dirigé des exécutions. Au Japon, la peine de mort est toujours pratiquée, par pendaison. Le traitement des condamnés à mort a révolté Toshio Sakamoto. Ils ne sont informés que le matin même de leur exécution et leurs familles l'apprennent après la pendaison. Ouais, c'est... Aux États-Unis, on annonce les exécutions un an en avance.
Résultat, les enquêtes redémarrent. Mais au Japon, tout ce qui se passe en prison doit rester secret. Les punitions endurées par les prisonniers sont cachées au grand public. C'est ça. Même les exécutions se font en secret. Ouais. Et aux alentours de Noël en général. En France, quand la guillotine était utilisée dans l'ancien temps, les exécutions se faisaient en public. Oui, enfin ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'exécution publique. Mais au Japon, ça ne marche pas comme ça. Un système qui peine à évoluer car il donnerait des résultats. Au Japon, la criminalité est proche de zéro. C'est l'un des rares pays où les prisons sont en sous-occupation, sans violence entre détenus, ni gang à l'intérieur. Voilà. Bon, c'était assez intéressant, je trouve. Il est assez concis. Pardon, ce petit reportage. J'ai trouvé le propos des deux anciens détenus assez intéressant, assez révélateur. Et donc du coup ça va nous permettre, alors ils viennent de parler là des exécutions. Je voulais vous parler un tout petit peu de la dernière erreur judiciaire en date. Non, je vais vous en parler après. Je tease, en fait je vais rien faire du tout. Je le ferai tout à l'heure. Je vais reprendre mes notes par contre parce que là j'ai tellement noté de choses que si, il y en a des erreurs judiciaires, il y en a énormément. C'est juste que j'ai noté tout un peu n'importe comment, donc je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc je voulais juste vous faire un petit tour d'horizon un peu de ce qui se passe maintenant à l'heure actuelle, de l'état du système carcéral, de l'état des prisons. Cette année, l'Observatoire mondial des prisons, qui dépend d'Amnesty, a recensé 44 550 prisonniers au Japon, sachant qu'en France, il y a en ce moment 73 à 74 000 prisonniers, mais qu'en France, il y a 60 000 places de prison. Voilà, ça veut dire qu'en France, on a un peu plus de 120% d'occupation. Au Japon, il y a 89 000 places de prison aménagées et 44 500 prisonniers, ce qui fait qu'on est quasiment à la moitié de l'occupation. Donc il y a vraiment peu de prisonniers, quand même. Hein. C'est pour ça que même si c'est très strict, très sévère, très cruel parfois, ça concerne quand même peu de gens, puisqu'on a quand même, une fois de plus... non, je vais pas dire heureusement. Il y a quand même de la criminalité, sinon il y a un mec devant vous qui n'aurait pas de travail. Mais bon, sur 125 millions de Japonais, 44 000 prisonniers, c'est pas énorme. La plupart, ils sont pour des crimes de droit commun, on va dire, c'est-à-dire des vols, des petits trafics, des cambriolages, des gros délits routiers, etc. Il y a quand même assez peu de criminels aujourd'hui en prison. Sur les 44 500, je crois qu'ils sont environ... un peu plus de 3000 à avoir commis des crimes de sang, c'est pas mal, mais enfin c'est pas énorme non plus. Sachant que la criminalité est en baisse historique, vraiment en baisse historique depuis 10 ans. La criminalité violente chute absolument, que le passage en prison donne un taux de récidive à 48, j'ai noté les chiffres comme ça on pourra, à 48,8%, c'est-à-dire assez peu, puisqu'en France on est largement au-dessus après un passage en détention. J'ai pas trouvé les chiffres de 2022, par contre j'avais ceux de 2017 et 2015 en France qui étaient de l'ordre de 67-68%. Et presque 70% pour une année. Là on est en dessous de 50%, ce qui fait que la prison est vraiment quelque chose qui... dans la majorité des cas, puisqu'on est à plus de 50 de non-récidive, décourage d'y retourner. Bon, là-dessus, si on se base sur cette seule donnée, on peut dire qu'effectivement, la sévérité... pourquoi je regarde pas la caméra la sévérité du système carcéral a porté ses fruits, sachant une fois de plus que la peine capitale ne sert à rien, puisqu'elle ne décourage en rien le passage à l'acte, pour preuve les États-Unis, qui est un des pays les plus criminogènes en matière de criminalité violente et qui applique la peine capitale dans certains États, pas dans tous, encore une fois, n'oublions pas. Et par contre, cette criminalité violente qui est en baisse, je fais un petit topo, après on parlera vraiment du dur,
Par contre, elle est contrebalancée par les violences domestiques et les violences sur enfants, donc violences domestiques en général, c'est-à-dire sur conjointe en général, à 79%. Oui, on est un peu en dessous on est un peu en dessous de la France, mais surtout sur les enfants, où il y a énormément d'infanticides, de violences sur enfants, etc., d'abus S sur enfants. Bon, vous voyez que c'est voilà, une criminalité qui baisse d'un côté, une criminalité violente, une criminalité de gang qui baisse aussi énormément, puisque les gangs historiques Yakuza sont en chute et en perte de vitesse totale, mais sont rattrapés, comme je vous l'ai dit, par des gangs qui viennent maintenant du Vietnam, un peu d'Indonésie, un peu de Chine, un peu d'Amérique du Sud, du Chili, un peu de Colombie, piloté par des cartels mexicains. Je vous en parle la semaine prochaine dans Petit Satsujin, vous allez voir, vous serez étonnés. Et d'Afrique de l'Ouest pour ce qui est de la prostitution et de la mise en place de la prostitution et des stupéfiants surtout, voilà. Et c'est pour ça, bien entendu, oui, tout à fait, c'est un peu la revanche des triades, entre guillemets, chinoises qui ont toujours eu du mal à s'implanter au Japon, et c'est vrai que depuis que les gangs Yakuza historiques sont en perte de vitesse, la nature ayant horreur du vide, eh bien, ce sont d'autres groupes criminels qui viennent prendre leur place, et effectivement, on assiste à une recrudescence depuis quelque temps de règlements de compte entre bandes chinoises, vietnamiennes, indonésienne, pardon, et puis beaucoup de trafiquants dépendants des cartels mexicains. On en parlera la semaine prochaine de ça. Enfin, en tout cas, ce qui fait effectivement que la criminalité des étrangers est en hausse, aussi au Japon, qui maintenant ça représente 7%, un peu plus, 16,2% de la population carcérale. Enfin, pour les chiffres de l'année dernière, c'était 3% en 98, c'était vraiment très très peu, et les 3% de 1998 d'étrangers qui étaient en prison étaient principalement des Coréens, des Chinois et des Taïwanais qui étaient résidents japonais, qui donc avaient une vie là-bas, etc. Alors que maintenant, sur les 7% qu'on retrouve, je vais vous en parler juste après, on retrouve des gens de 40 nationalités avec beaucoup d'occidentaux, notamment des Européens, il y a pas mal de Français notamment, des Américains, enfin voilà, disons que la population carcérale se diversifie, puisque on a depuis quelque temps une augmentation des résidents extra-japonais. Il faut savoir une chose, c'est qu'au Japon, tout acte délictueux commis par un étranger sur un japonais vaut une peine x2. La peine est doublée, c'est-à-dire que si vous tapez, vous êtes japonais, vous mettez votre poing dans le museau de votre voisin japonais, vous faites très mal, on va dire, vous prenez 6 mois de prison. Si vous êtes luxembourgeois et que vous tapez sur un japonais, que vous faites la même blessure, vous prendrez le double. Ah non, voilà, c'est dans la loi, c'est comme ça. C'est un point qui a jamais été révisé, que les Japonais ne veulent surtout pas réviser. Voilà. Sachant que les étrangers, on va rester un peu là-dessus, après on passera au gros du truc, mais c'est intéressant, je pense que ça vous intéresse aussi, sont quasiment tous regroupés dans la prison de Futyu, qui est une prison dans Tokyo encore, et que tous les étrangers mâles, on va dire, sont enfermés là-bas, tant qu'ils n'ont pas commis de crimes absolument horribles. Alors les femmes, elles sont des femmes de ressortissantes étrangères, vont à la prison de Tochigi. J'ai habité juste à côté à Utsunomiya. C'était la prison pour femmes étrangères à côté du centre de rétention et tout. C'est assez bizarre comme endroit. Et la prison de Futyu, qui est une grosse prison, qui a 2000 prisonniers, c'est quand même pas mal. C'est une prison qui est spécialisée donc pour la détention des mâles étrangers, des prisonniers psy, c'est-à-dire c'est un peu l'équivalent du centre de Cadillac en Gironde. Pour ceux qui connaissent, c'est un centre de détention et hôpital psychiatrique disciplinaire dans le sud-ouest de la France, pas très loin de chez moi, ici. Et donc il y a l'équivalent de cette prison de Futyu, qui est une prison très très dure. On a des prisonniers malades souvent. Une unité pour malades difficiles, ouais, tout à fait. Attends, zut, autorisé. Ah oui, donc c'est moi qui fais la modération. Unité pour malades difficiles, ouais. Il y a aussi des malades difficiles à Futyu, donc des gens qui sont vraiment malades physiquement, là, cette fois-ci, pas
psychiatriquement. Et ensuite les lourdes peines, c'est-à-dire les perpétuités. Il n'y a pas d'exécution à Futiou maintenant, si je ne m'abuse, mais en tout cas, je n'ai pas retrouvé de présence de salle d'exécution à Futiou. En tout cas, c'est vraiment une prison très dure dans laquelle vont les Français, les Allemands, les Italiens, les Américains, les Chiliens, tout le monde va là-bas quand ils font des bêtises. Donc je lui ai dit, il y a 2000 prisonniers, il y a 351 étrangers de 40 nationalités différentes. En ce moment, à l'heure où je vous parle, normalement, il y a 21 Français qui y sont pour des viols, violences en réunion sur japonais, vols, cambriolage et drogue. Il n'y a pas de criminels. Voilà. De sang, je veux dire. C'est des crimes, hein. Mais il n'y a pas d'assassins. Voilà, français pour l'instant en train. Et on est encore dans un système de prison de travail forcé, c'est-à-dire que une grande majorité des prisons japonaises, donc des centres de détention, pratiquent les travaux forcés. Et ça, je vais vous en parler un peu plus avant, comme ce que vous pouvez encore voir aux États-Unis, dans certains États. Quand vous vous promenez sur le bord de la route, parfois vous avez des bus disciplinaires avec des gardiens qui ont des calibres 12 à la main, et puis des prisonniers qui font du travail de voirie. On trouve la même chose. Pardon, ah oui, elle dit oui, non, tout à fait, les exécutions n'ont lieu que dans les centres de détention. Ouais. Non, tout à fait. Mais il y a eu des exécutions dans les prisons avant la réforme de 48, oui, tout à fait. Et à Kadia qui sont shootés à bloc, mais là-bas aussi. Hein. Oui, non, ça, je suis tout à fait d'accord. Et donc, voilà, il y a un système de travail forcé, dans beaucoup de prisons. Ensuite, pour faire un peu le tour des prisons, là, on parlait des centres de détention et des prisons. Il y a 69 centres correctionnels, donc des centres de détention dans tout le Japon, qui sont répartis, là, par contre, dans des petites villes. Voilà, où j'habitais à côté de Fukuoka, il y en avait un, pas très très loin. On voyait les prisonniers travailler dans les rizières, d'ailleurs. Et la prison d'État, elle était à Fukuoka, dans la grande ville. Et les 10 prisons d'État, elles sont dans les grandes villes. Vous connaissez celle de Tokyo, que vous voyez, qu'on a vu tout à l'heure, qui est celle dans laquelle les longues peines vont, et qui sont des endroits qui ont des chambres d'exécution encore. On en compte... Alors, il y en a officiellement 11 en fonctionnement, alors qu'il n'y a que 10 prisons d'État, parce qu'il y a un centre de détention, un centre correctionnel qui a une chambre d'exécution. Donc tu as dit qui déroge un peu à la règle, mais après voilà, t'as raison, c'est en général plus dans les prisons que dans les centres correctionnels. Ensuite, sur tout le territoire, on compte 5 prisons médicales qui sont, dont Futiou, qui sont des prisons dans lesquelles sont conservés, on va dire, sous respirateur, les prisonniers en fin de vie, c'est-à-dire en général les longues peines ou ceux qui attrapent des maladies graves. On a eu récemment d'anciens membres de l'Armée Rouge qui ont fini leur vie dans ces prisons médicales. Là, elles sont plutôt localisées à la campagne, c'est pas des prisons de haute sécurité, sachant qu'il y a très peu d'évasion. Et enfin, il y a quelque chose d'assez étonnant, qui rejoint un peu ce qui se fait aux États-Unis. Il y a des prisons privées. Voilà, ça représente très 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 peu de prisonniers. Il y a 4 prisons privées en tout, qui appartiennent à des groupes industriels. Il y a 3500 détenus sur tout le pays qui ont le droit d'aller... Oui, c'est une photo d'une des cellules du centre de détention à Tokyo, ouais, tout à fait, qui est une cellule commune, là, parce qu'il y a des cellules, il n'y a pas que des cellules individuelles. Et donc les prisons privées sont faites pour les gens qui sont condamnés à des petites peines, qui avaient une activité professionnelle avant, qui étaient des gens, on va dire pas dans la marge, qui étaient des gens qui avaient un travail, qui étaient chefs d'entreprise, qui étaient profession libérale, etc., qui font des petites bêtises, qui pour moi n'en sont peut-être pas forcément, mais arnaquer le fisc, des choses comme ça, enfin qui en sont, mais qui ne mériteraient pas la prison. En tout cas, ils vont dans ces prisons privées qui sont gérées par des groupes privés sous mandat de l'État et dans lesquelles ils peuvent travailler. Donc il y a des activités professionnelles rémunérées, contrairement aux travaux forcés qui eux ne sont pas rémunérés. Voilà. Et pour terminer avec ça, il y a toujours une centaine de condamnés à mort dans les couloirs de la mort des 10 prisons et donc des 11 chambres d'exécution. Il y a 106 condamnés à mort, seulement qui attendent leur exécution, malheureusement.
Et c'est pas terminé. On en a parlé il y a quelques temps là, de Hakamada Iwao, ce prisonnier de 87 ans qui avait été condamné à mort et qui a passé 48 ans dans le couloir de la mort, qui a été innocenté, voilà, qui vient de sortir, mais qui est passé de l'autre côté, qui est devenu fou à cause de sa détention. C'est sa sœur qui s'est occupée de son dossier pendant des années. Et encore une fois... Pourquoi je suis abolitionniste? Parce que régulièrement, aujourd'hui, avec des groupes spécialisés, dont celui avec lequel je travaille sur l'affaire de Wakayama, on rouvre des dossiers, ils rouvrent des dossiers, avec des pièces à conviction qui ont... Oui, c'est ça, Chaussette, 48 ans dans le couloir de la mort. Ouais, 48 ans. Avec l'évolution des techniques de médecine légale, eh bien, on arrive à rouvrir des dossiers qui sont vieux de 40, 50, 60 ans, et où l'on retrouve des traces d'ADN et où l'on arrive à innocenter des gens qui, ben, malheureusement, ne sont plus, voilà, ont été exécutés assez rapidement, sachant que la durée moyenne normalement est de 5 ans et 4 mois, je crois, entre la condamnation et l'exécution, et là, maintenant, de fait, elle est beaucoup plus longue. À part, bien sûr, lorsqu'il y a un événement particulier traumatisant, comme une attaque à un tueur de masse ou quelque chose, là, pour apaiser l'opinion publique, le ministre de la Justice fait pendre 3 ou 4 gars qui sont en prison depuis quelque temps. C'est comme ça ressemble un petit peu à la justice qu'on retrouve dans les albums de Lucky Luke, vous savez, quand le juge de paix... dans l'Ouest sauvage, pour apaiser la colère, fait pendre 2 ou 3 gars dans une prison, ça fera de la place et ça va calmer les gens. Ouais, c'est une vision assez particulière de la justice, bon, sachant que on n'est peut-être pas, on va dire, dans l'exemple le plus probant de ce que peut être un système judiciaire bien fait. Il existe aussi, on va en parler maintenant, en plus de ces types de prisons, quelque chose qui n'existe qu'au Japon, et qui est en dehors de toute règle de droit et de constitution, qu'on appelle le Daio Kangoku, qui est la prison, la prison de substitution, voilà. Donc qui n'est pas une prison. Et vous allez être étonné une fois de plus et choqué. Alors je lis vite ta question avant, Eddie Fowler. Je risque d'en parler. Donc c'est un très grave problème du système judiciaire japonais. Le procureur qui interroge l'accusé va essayer de forcer l'accusé à avouer les faits qu'il a commis, même s'il est innocent. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la culture de l'aveu contre la culture de la preuve. En France, on est dans la culture de la preuve, aux États-Unis aussi, au Japon, on est encore dans la culture de l'aveu, ce qu'on pouvait voir aussi dans les pays occidentaux il y a quelques années avec le fameux torture à coups de bottin. Voilà, on est toujours dans cette culture de l'aveu, ce qui fait que les conditions de détention provisoire sont aussi compliquées et rudes, parce que on compte sur cette période de détention provisoire pour arracher des aveux aux non condamnés, donc voilà, en se riant de la présomption d'innocence. Et donc les Daio Kangoku, ce sont des prisons de substitution qui se trouvent tout simplement dans des commissariats de police. Je vous en parle très souvent. Les commissariats de police sont équipés, alors je vous parle pas des petites boîtes à flics là qu'on trouve au coin des rues, où là ils sont un ou deux, il y a un petit bureau derrière et ils ont pas tellement la place pour ça. Mais dans les commissariats de quartier, les commissariats de ville, de village, etc., vous avez des cellules qui, pour ceux qui ont connu les gardes à vue en France, ça va rappeler quelque chose. Une cellule de garde à vue, c'est un petit endroit qui est prévu pour garder quelqu'un à vue 1 ou 2 journées, qui est pas forcément fait pour être confortable, même si ça devrait, enfin pas être confortable, mais au moins être correct. Et donc dans les commissariats de police au Japon, vous avez des cellules du même type que celles que l'on peut trouver dans les commissariats en France, que j'ai bien connues une période de ma vie, qui sont en général faites de 4 murs sans fenêtre, d'un trou pour faire pipi, d'un petit guichet dans la porte en fer, et puis d'un gros bloc en béton avec une couverture qui gratte posée dessus. C'est la même chose au Japon, dans les commissariats, et donc on peut vous incarcérer
dans un commissariat de police, donc un daiokangoku, c'est-à-dire que vous pouvez passer 1 mois, 2 mois, 6 mois, 7 mois, plus, dans un commissariat de police, sans avoir, bien entendu, les petits avantages qui sont les vôtres et qui sont dans le droit constitutionnel du prisonnier dans un cadre carcéral, dans une prison. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'horaire pour manger, par exemple. C'est quand le planton, le chef de poste, comme on dit en France, consent à vous amener votre plateau. Il faut que vous ayez de l'argent, sinon vous avez le vulgus, ce qu'on vous donnera par jour, c'est-à-dire pas grand-chose dans une prison de commissariat, dans un daio. Il y a aussi le fait que vous n'ayez pas accès à des visites, puisque pour avoir des visites familiales, etc., il faut un cadre, c'est-à-dire une salle de visite, etc. Dans les commissariats, il n'y en a pas. Vous n'avez pas de salle de soins, donc le médecin ne peut pas venir vous voir. Il n'y a pas de salle pour recevoir votre avocat, donc vous ne pouvez pas avoir votre avocat. Et enfin, vous êtes à même d'être interrogé 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois par jour par le commissaire de police et ses substituts qui sont sur place et qui pourront vous faire monter dans les bureaux à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Voilà. Donc les cellules des postes de police servent de prison, en dehors de tout cadre juridique, et ça représente quand même entre 5 et 6 000 détenus. Encore une fois, on ne peut pas avoir de statistiques, et Amnesty n'a pas pu avoir de statistiques parce que on n'a pas accès à ces cellules, on ne sait pas comment ça se passe dedans. On peut avoir des gens qui y restent 130 jours dans ces cellules, 130 jours, sans être inculpés de quoi que ce soit, sans être déférés devant le parquet ou vu par un procureur. On peut rester jusqu'à 130 jours dans ces cellules, à être soumis à des tortures qui peuvent conduire à la mort. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, une personne est morte, qui avait été attachée, donc menottée pieds et poings, avec une ceinture autour de la taille pour relier les menottes entre elles, qui mangeait à même le sol, dans une gamelle à même le sol, qui prenait des coups de pied au ventre, des coups de pied dans le cou, qui était soumis à des tortures, notamment privation de sommeil, avec les lumières allumées jour et nuit, avec privation de nourriture, privation de toilette aussi, donc, ou alors privation de nettoyage de toilette, ce qui fait que le détenu est resté dans sa cellule avec ses déjections dans la cuvette sans pouvoir avoir accès à la chasse d'eau. Enfin, que des choses très très agréables qui en général sont assez compliquées. Assez compliqué à vivre pour ceux qui y sont, à tel point que beaucoup perdent la vie, voilà, et qu'ils sont dans une espèce de flou juridique total, et qu'en général, ils finissent par craquer, voilà, parce que lorsque vous avez passé 130 jours dans ces conditions, même si vous êtes innocent, pour sortir de cet enfer, être transféré dans une vraie prison, où vous allez pouvoir prendre une douche, manger des vrais repas, dormir dans des bonnes conditions, vous finissez par avouer. Voilà. Alors ils sont pas forcément tous frappés, ça arrive aussi. Plus souvent dans les centres de rétention pour étrangers, effectivement. Chaussette, la Convention des droits de l'homme ne dit rien, et il faudrait déjà qu'elle puisse avoir accès. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que ce genre de détention ne permet pas d'être répertorié souvent, et donc ne permet pas aux inspecteurs ou aux rapporteurs, on va dire, des grandes associations, des grandes ONG, pardon, c'est le mot que je cherchais, comme Amnesty, de pouvoir aller les voir. Donc c'est très très compliqué, c'est un flou juridique absolument insupportable. Les détenus souvent n'ont même pas accès, donc comme je vous ai dit, n'ont même pas accès à un avocat, alors qu'ils y ont droit après 48 ou 72 heures de détention. Donc c'est vraiment passé sous silence, comme tu dis, exactement, et on est dans le non-droit absolu, et c'est pour ça qu'il y a autant d'aveux, parce que lorsque vous passez autant de temps dans ces conditions-là, vous finissez par avouer tout et n'importe quoi. Voilà.
C'est vraiment... Eiji, dans le centre de détention, les conditions sont un peu plus confortables. Ouais, tout à fait. On va en parler après. Alors, la lumière est pas forcément allumée jour et nuit. Je vais vous lire après la traduction du journal d'un condamné là, que j'ai fait tout à l'heure. Vous verrez qu'il y a dans certains centres de détention, là en l'occurrence c'était celui de Tokyo, ça peut être un peu plus souple, et il y a même des prisons pour personnes âgées et personnes en fin de détention qui sont même un peu, on va dire, un peu plus agréables. Voilà. Pour finir sur ces prisons, sur ces prisons non officielles qui, encore une fois, sont très présentes, il y a les interrogatoires qui sont omniprésents, qui peuvent avoir lieu dans la cellule, qui peuvent avoir lieu dans des pièces aveugles, c'est-à-dire que les interrogatoires ne sont pas filmés. Au Japon, c'est pas obligatoire, contrairement à la France. Et en général, dans ces prisons de substitution, on vous décale totalement, vous ne savez jamais quand vous allez manger, si vous mangez, vous ne savez pas quand vous allez pouvoir dormir, pas dormir, etc. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui n'existe que là-bas, qui n'est absolument pas dans la Constitution, ça n'est marqué nulle part. J'ai repris un article, la loi sur les prisons de 1908, c'est la loi du 28 mars 1908, prévoit que les prisons sont classées dans 4 catégories, à l'exception de toutes les autres, et les 4 catégories que je vous ai citées, pardon, il va falloir que je boive un coup, ne comprennent pas les Daiokangoku. Voilà. Donc je vais m'arrêter sur ce point-là, qui est vraiment une spécificité japonaise dont on se passerait volontiers. Voilà. Je vais vous parler un petit peu de Koichiso, donc c'est la prison de Katsushika, c'est la prison de Tokyo, celle que vous connaissez. C'est cette grande prison dans laquelle était Carlos Ghosn. La photo qui est là, derrière moi, on vient. C'est la prison la plus connue, c'est celle dans laquelle on met les prisonniers en détention provisoire. Ils sont 40%, je crois, à peu près, un peu plus de 40% à être en détention provisoire. Ils y restent en moyenne 130 jours là-dedans, ça je l'ai noté par contre. Mais il y a aussi des détenus de plus longue peine et un couloir de la mort, bien entendu. La routine dont je vais vous parler maintenant, on va la commenter ensemble. C'est un prisonnier qui a été accusé de cambriolage et qui a passé 78 jours en détention provisoire. Alors là, pas en cellule de commissariat, mais à la prison de Koichiso, et qui raconte dès son arrivée. Alors il était dans une cellule individuelle, mais comme il était en détention provisoire, il n'avait pas droit à son pactage, c'est-à-dire, vous voyez, alors attendez, non, j'ai eu... Là, c'est une cellule individuelle de quelqu'un qui est en détention après verdict, c'est-à-dire qu'il a ses outils à disposition, vous voyez sa pelle, sa balayette, son futon, il a sa serviette, il a un peu tout ce dont il a besoin. Mais quand vous êtes en détention provisoire, vous n'avez pas tout ça. Voilà, vous êtes soumis un peu à la routine et au bon vouloir des gardiens. Et dit oui, les interrogatoires sont filmés pour les grosses affaires, mais alors ça dépend. En fait, tu connais pas le verdict, plus de 3 ans de prison, malheureusement tu peux pas savoir avant le verdict. C'est pour les grosses affaires qui vont être classées comme des affaires historiques. Par exemple, Kato Tomohiro, donc le massacre de Akihabara, ses interrogatoires étaient filmés parce que c'est une affaire extraordinaire. Dans le sens pas ordinaire, Miyazaki, etc. Ces gens-là sont filmés. Shiraishi aussi, le tueur de Twitter, ces interrogatoires étaient filmés parce que ce sont des affaires qui vont rentrer dans les archives et dans l'histoire, et on a besoin d'avoir des archives pour ça. Pour les autres, c'est pas obligatoire, et c'est même ça le sera jamais, je pense. Oui, pour la détention provisoire et parfois la garde à vue, on peut y passer du second au premier sans changer de prison. Ah oui, non, mais bien sûr, tout à fait, ouais. Tout à fait. Mais notamment pour les prisons de substitution, on peut même rester dans la même prison et dans la même cellule en détention provisoire pendant son procès et en détention après, sachant que si on a des peines très très longues, on peut demander après un certain nombre d'années de prison à être transféré vers une prison de sécurité minimale. Tout à fait. Ouais.
Il y a plus vieux que moi dans le chat. Ah, pardon, vous parlez entre vous. Allez-y, parlez entre vous. Bon. Ah, je vois qu'il y en a qui sont partis déjà. Oui, je sais, c'est pas très marrant aujourd'hui. Bon, la prochaine fois, on fera un truc sur un sujet plus rigolo. On regardera un reportage rigolo et je vous parlerai de trucs plus rigolos. Voilà, je vais vous parler un petit peu de la routine d'un prisonnier. Vous verrez que c'est quelque chose de pas très épanouissant. Après, certains diront qu'on n'est pas en prison pour s'épanouir. Ça se discute. Donc, les journées sont réglées de telle façon qu'elles suivent la même routine absolument tous les jours. C'est millimétré. C'est une discipline qui est très similaire à celle que l'on trouve dans l'armée japonaise, enfin dans la SDF et dans d'autres corps militaires. Donc c'est réveil à 7 heures. Voilà. Avec allumage des lumières fluorescentes. Voilà, sachant que la nuit, il y a une petite veilleuse qui est au-dessus, là vous voyez la photo qui est derrière, qui est au-dessus de notre côté là, du côté de la porte, au-dessus vous avez une petite veilleuse, mais qui est assez pâle, qui est une lumière orange, et qui s'allume le matin à 7 heures, donc c'est ce qu'on appelle la lumière fluorescente, c'est un tube néon un peu flashy, pour éclairer, il faut que tous les coins de la cellule soient éclairés, donc le matin, réveil à 7 heures, il faut se réveiller. Vous avez en général entre 15 et 30 secondes pour vous lever et pour vous mettre à genoux à côté de votre futon. Là, vous avez le tonto-san, le gardien qui vient, qui ouvre la petite porte de la cellule. Il faut savoir que la cellule a une grande porte, un petit guichet en haut et en bas une petite porte. Le tonto, donc le gardien, soulève la porte et dedans vous demande de passer votre futon. Donc c'est un matelas futon avec un petit oreiller grand comme ça, qui est vraiment très plat, et une petite couverture en laine et coton qui gratouille un peu. Vous avez 2 minutes pour la plier et pour la glisser dessous, parce que vous n'avez pas le droit de la garder, vous pouvez seulement garder la petite couverture, qui est vraiment une toute petite couverture très fine, la même que quasiment que vous trouvez dans les cellules de garde à vue en France, et donc ce sera la seule protection fessière, on va dire, que pourra garder le détenu en détention provisoire pour s'asseoir sur les tatamis, parce que toutes les cellules par contre sont équipées de tatamis en paille de riz au sol. Voilà, donc ça, vous avez 3 minutes pour le faire, 1 minute en gros pour vous réveiller, 1 minute pour plier le futon et le makura, l'oreiller qu'il y a dessus, et le placer sous le guichet de la porte. Ensuite, à 7h05, une fois que vous avez passé votre literie, ou que vous l'avez rangé selon si vous n'êtes plus en détention provisoire, le gardien, le tonto-san, va vous passer les produits de nettoyage, voilà, toujours par-dessous, une brosse pour les toilettes, un petit balai que vous voyez au fond là-bas, une petite pelle et 2 chiffons. Voilà. Donc vous avez environ 10 minutes pour tout nettoyer, donc il faut balayer, il faut nettoyer l'évier, nettoyer les toilettes, nettoyer tout ce qu'il y a autour, balayer le tatami, mettre tout dans la pelle, et tout mettre dans une petite boîte que le gardien va vous mettre dessous. Ça, avant toute chose, vous devez le faire, même si vous êtes mal, même si vous avez des douleurs, même si vous êtes malade, vous êtes obligé de le faire. Si vous ne nettoyez pas votre cellule le matin, pendant les 5 minutes allouées au nettoyage, vous partez en disciplinaire. Voilà. Ensuite, à 7h15, et ça c'est chaque jour la même chose, c'est le petit déjeuner. Voilà. Donc vous êtes servi dans votre cellule, là, dans ces conditions-là, vous n'avez pas de salle de restauration. Vous avez des salles de restauration dans les centres correctionnels, là, ce sont des petits bento vraiment crado, on va dire. Dans certains centres, on parlera de la nourriture après, quand vous êtes en détention provisoire, donc vous devez payer, parce que là c'est vous qui payez, vous n'êtes pas encore pris en charge par la société, c'est pas forcément très bon, mais le matin vous avez un petit bento qui en général, vous avez un petit plateau avec un peu de riz, un peu de miso-shiru, de soupe, et un morceau de quelque chose avec, ou un pain ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas voilà. Vous avez du thé, du ocha, donc du thé vert très clair le matin aussi. Chat Kirali, salut et bienvenue pour la première fois. Ah ben ça va, ben on commence à être de plus en plus nombreux. Je parle de la routine du prisonnier dans une prison japonaise. Voilà. Et donc vous avez environ 40 minutes pour manger. Là c'est un peu plus souple.
Parfois, le matin, le gardien, le Tonto-san, va vous amener un thermomètre rectal. Alors, on va rentrer dans les choses passionnantes. Il va vous amener un thermomètre rectal, et lorsque vous êtes prisonnier, vous savez que vous allez voir votre juge. Voilà, oui, je sais, ça fait peur, Chad Kelale. Je sais, ça fait très très peur. Si on vous amène votre thermomètre rectal le matin, il va falloir prendre votre température, parce que si vous avez de la fièvre, vous ne pourrez pas voir le juge ou votre avocat. Comme c'est dommage, vous serez obligé de vous rendre à l'infirmerie. Et donc, votre rendez-vous avec votre juge d'instruction ou votre avocat va être décalé, et donc vous serez obligé de rester. Voilà, et votre procès peut être décalé aussi. Donc si vous voyez le gardien avec le thermomètre rectal dans la main, le frontal ils n'ont pas encore reçu, c'est pas bon signe. Voilà. On va parler des tortures tout à l'heure. Oula, chaque chose en son temps. Ensuite, de 8h à 10h, vous avez l'exercice. L'exercice, c'est obligatoire. Même si vous êtes très âgé, que vous avez de la polyarthrite, de l'arthrose, tout ce que vous voulez, vous êtes obligé d'aller faire votre exercice, soit dans votre cellule, soit dans le couloir, qui sont des exercices d'étirement, comme on a vu tout à l'heure. Le goût, lapin. Lorsque, voilà, vous avez vu le reportage tout à l'heure, il faisait les exercice d'étirement, vous êtes obligé de faire ça, vous n'avez pas de promenade là dans ces conditions-là, vous faites votre exercice obligatoire devant les gardiens. Les jours de douche en général, c'est le mardi et le samedi uniquement. À ce jour-là, le matin à 8h, vous avez droit à votre douche qui doit durer un quart d'heure maximum. Un quart d'heure maximum pour la douche. Ça va très vite. Et donc, une fois que vous avez terminé votre exercice ou votre douche, vous rentrez dans votre cellule. Voilà, ça c'est pour le début de la matinée jusqu'à 10h, et c'est la même chose à peu près tous les jours. Ouais, tu vois, j'avais trouvé lapin. Non mais oh, on me la fait pas. Ensuite, on va passer au reste de la journée, qui n'est pas beaucoup plus gai. Et oui, vous voyez, j'ai bien travaillé aujourd'hui, mais je travaille toujours. Alors on va pas y passer des heures non plus. De 10h à midi, et ça c'est immuable, c'est ce que l'on appelle le temps de réflexion. C'est-à-dire que vous êtes obligé de vous asseoir face au mur ou face à la porte vitrée, et pendant 2 heures de vous tenir accroupi, sur les genoux en tout cas, ou en position réglementaire qui change selon les prisons, et de réfléchir à ce que vous avez fait, que vous avez été un méchant garçon, une méchante fille, ou alors, si vous êtes dans une prison non officielle, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est l'heure de l'interrogatoire de police, ce qui fait que de 10h à midi, en général, vous allez vous faire interroger, malmener, ou vous allez être obligé de rester assis ou accroupi à regarder le mur, ce qu'on appelle le temps de réflexion, qui chaque jour vous donne l'occasion de réfléchir à ce que vous avez fait de mal et de devenir une personne meilleure. C'est bien connu. Voilà, à midi, de 12h à 13h, c'est le déjeuner, donc encore une fois, le repas qu'on vous sert avec un verre de thé vert, sachant que vous avez un robinet où vous pouvez boire de l'eau, et en général c'est la seule source de liquide que vous allez pouvoir avoir en dehors de ça. À midi, c'est un déjeuner froid, c'est toujours comme ça. En général, c'est prévu pour être servi chaud, mais il est froid, parce qu'on livre les repas le matin. Sachant que certaines prisons ont une très bonne nourriture. J'ai eu l'occasion d'en goûter en invité, parce il y a des journées portes ouvertes dans les prisons. Et oui, je sais, ça ressemble à un gag, mais non. Et vous pouvez goûter, même acheter les bento des prisonniers. Et donc, en général, à midi, on mange froid. Les gardiens allument la radio dans les couloirs, donc entre midi et 1h, vous pouvez écouter les informations, des émissions de débat, des choses comme ça. Alors vous n'avez pas de radio, une télé individuelle pour l'instant, vous verrez qu'il y a certaines prisons où on peut en avoir, et à 13h, vous avez terminé, et donc l'après-midi sera consacré, à votre avis, de 13h à 18h, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien c'est à nouveau un temps de réflexion. Voilà, on peut s'asseoir et réfléchir. Bon, on peut être interrogé par la police, mais c'est l'heure de 13h à 18h où on doit s'asseoir et réfléchir. On peut avoir droit à d'autres choses, regarder le mur tout à fait, ou regarder la porte selon ce que le gardien vous demande. Vous pouvez lire si c'est prévu par le règlement, c'est assez rare.
Mais dans ces prisons-là, c'est-à-dire des prisons de sécurité, sécurité normale, haute sécurité et de détention provisoire, l'après-midi, 13h-18h, est consacré à la réflexion et à devenir un homme meilleur en regardant le mur. Voilà. À 16h, vous avez le oyatsu, donc le casse-dalle. En général, c'est une petite brioche, un biscuit, quelque chose. Mais là, il faut continuer, comme on dit, c'est-à-dire il faut acheter quelque chose. Si vous n'avez rien, vous avez droit à un truc assez immangeable. Ça, par contre, j'ai goûté, pas terrible. À 19h, vous avez le dîner, qui là, en général, est chaud, puisqu'il est servi, il arrive dans d'autres... C'est pire qu'un moine bouddhiste. Ah oui, non, mais là, encore... Le moine bouddhiste, au moins, il est dehors, il s'amuse, il s'aère un petit peu, il roule en Bentley, je le sais, j'ai des preuves. Là, non, on n'y est pas, là. Et il y a à 19h le repas qui, en général, est chaud. Et là, c'est pareil, c'est riz poulet, riz poisson, c'est pas très copieux. Et vous avez un thé un peu plus infusé et quelque chose d'un peu plus doux après. Bon, ça constitue en général le seul mini-réconfort du prisonnier dans sa journée. Mais attention, parce que de 20h à 21h, savez-vous ce qu'il est temps de faire? Savez-vous ce qu'il est temps de faire de 20h à 21h? Eh bien, c'est le temps de réflexion. Voilà, on vous demandera, après ce bon petit repas, de vous asseoir, de vous agenouiller devant votre mur et de réfléchir. Vous avez potentiellement des phrases à répéter. Non, ça pipi, par contre, tu peux y aller quand tu veux. Voilà, ça pipi, tu vois, t'as les toilettes à côté, tu peux y aller quand tu veux, ça c'est quand même, c'est génial. Il faut demander quand même si t'es dans ta cellule, il faut quand même lever la main ou sonner selon et demander si tu peux aller faire pipi. Voilà, c'est comme ça. Et on va aussi vous donner des phrases à réciter, soit écrites sur un papier, soit à apprendre par cœur. Et en général, c'est cette phase donc de 20h à 21h qui permet aux prisonniers étrangers en détention provisoire d'apprendre un peu le japonais. Parce que, bon, déjà, il y a intérêt à s'y faire vite, parce que si on vous donne des livres, ce sera forcément en japonais, vous n'aurez pas accès à des livres dans votre langue d'origine. Et les phrases rituelles, les choses qu'on va vous faire répéter sont aussi en japonais, donc ça permet aux étrangers non japonisants d'apprendre un peu de japonais, dans les meilleures conditions qui soient. Et à 21h, c'est le rituel de préparation du futon, donc il va falloir remettre son lit exactement en suivant